Les événements suivants se sont déroulés vers mai 2009, lorsque j'avais environ 18 ans. J'étais en dernière année de lycée à l'époque et je faisais aussi partie de l'équipe de football. Souvent, notre école organisait des matchs au moins quelques fois par mois, et c'était toujours un grand événement auquel beaucoup d'élèves assistaient. Comme nous avions beaucoup de matchs, il n'était pas surprenant que nous ayons des entraînements presque tous les jours. Autant je détestais les séances d'entraînement, autant j'aimais ce sport et le soutien que mes coéquipiers et mon coach nous donnaient. Un jour, je suis rentré de l'entraînement et j'ai trouvé un mot de ma mère m'informant qu'elle était partie faire des courses et qu'elle ne serait pas de retour avant un bon moment. Complètement trempé de sueur, je suis monté à l'étage pour prendre une serviette et allumer la douche. J'ai tendance à prendre de longues douches, alors quand mes parents ne sont pas là, je profite un maximum. J'étais probablement sous la douche depuis environ 20 minutes lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Nous avons une de ces serrures intelligentes qui émet un bip sonore fort chaque fois que quelqu'un entre dans la maison. La salle de bain est directement au-dessus de l'entrée, et je pouvais encore l'entendre à travers les murs épais et malgré l'eau qui coulait. J'ai éteint la douche, mis des vêtements et je suis descendu pour voir que la porte était effectivement ouverte. Pensant que c'était probablement ma mère, je suis sorti pour voir si elle avait besoin d'aide avec les courses, mais j'ai vite constaté que sa voiture n'était pas là. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, car les seules personnes qui connaissaient le code d'entrée étaient ma mère et le releveur de compteur qui venait une fois par mois. Pourquoi mon père n'était pas avec nous est une autre histoire, mais j'ai ensuite avancé lentement dans la maison pour voir s'il y avait des signes d'effraction. En tournant le coin dans la cuisine, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, accroupi près de notre garde-manger, tenant un grand couteau. Par un coup de chance incroyable, il ne semblait pas m'avoir remarqué, car il était tourné dans la direction opposée. J'ai couvert ma bouche avec mes mains et je suis remonté à l'étage en silence pour appeler la police ainsi que ma mère. J'ai composé le numéro des urgences et j'ai fait de mon mieux pour parler aussi doucement que possible, malgré ma respiration saccadée. L'opératrice m'a dit de rester caché et de ne surtout pas sortir, quoi qu'il arrive. Alors que j'étais encore au téléphone avec elle, j'ai entendu des pas monter les escaliers. Et à peine 10 secondes plus tard, j'ai entendu des coups lents et réguliers à la porte de ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pleurais. Mais il était déjà trop tard, car je savais qu'il venait pour moi. Soudain, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir avec fracas et j'ai vu l'homme entrer. À ce moment-là, je tentais de ne faire aucun bruit, de peur qu'il ne m'entende et ne me tue. Ce qui s'est passé ensuite est ce que je ne peux que décrire comme un cadeau du ciel. J'ai commencé à entendre des sirènes au loin, se rapprochant de plus en plus de ma maison. J'ai alors vu l'homme quitter ma chambre précipitamment et descendre les escaliers en courant, juste avant d'entendre les coups lourds frapper à ma porte et quelqu'un crier « Police !» Au bout d'une bonne minute, je suis descendu les escaliers et j'ai ouvert la porte, accueillant 3 policiers qui ont commencé à me poser des questions tout en fouillant la maison. Ma mère est aussi rentrée aussi vite qu'elle a pu. Cependant, la police n'a jamais trouvé l'homme. Il s'était enfui sans être attrapé, en passant par notre porte arrière qui donnait sur un passage couvert, et qui avait pourtant aussi une serrure. Les policiers n'étaient toujours pas certains de la façon dont il avait réussi à crocheter la serrure, car il n'y avait aucun autre signe d'effraction dans la maison. Je m'appelle C et je suis une jeune femme de 18 ans. Cette histoire s'est passée quand j'avais 10 ans. À l'époque, je vivais avec mes parents qui n'étaient pas encore divorcés. Pour vous donner un peu de contexte, je ne vis pas aux États-Unis, et je préfère ne pas dire exactement où j'habite, mais je vis dans un pays où les crimes graves sont très rares. Cela s'est passé un vendredi soir. Mes parents et mes 2 jeunes frères et sœurs étaient partis faire des courses pour acheter des meubles chez Ikea. Je n'avais pas envie de les accompagner, alors j'ai décidé de rester à la maison. Je regardais la télévision pendant un moment, quand j'ai eu une envie soudaine de bonbons, parce que c'était vendredi et que j'en avais vraiment envie. J'ai enfilé mes vêtements et je suis allé au magasin le plus proche, qui se trouvait à moins d'1 kilomètre de chez moi. Le trajet m'a pris environ 10 minutes à pied. Comme il n'y a pas vraiment de criminalité là où j'habite, il n'est pas inhabituel pour des enfants de 8 à 10 ans de marcher seuls jusqu'au magasin.
Je suis donc arrivé au magasin, j'ai acheté mes bonbons et je suis reparti chez moi. Quand j'étais à mi-chemin, j'ai remarqué un homme. Il était sur un vélo et il avait l'air ivre, vu la manière dont il zigzaguait. Je l'ai juste regardé d'un coup d'œil et j'ai continué à avancer, mais il m'a vraiment mise mal à l'aise. J'ai commencé à marcher plus vite et à un moment, il m'a crié quelque chose. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait, mais ensuite, j'ai entendu plus clairement. Il me demandait de m'arrêter. Je ne l'ai pas fait et j'ai commencé à courir. Même s'il était à vélo, je pense qu'il était tellement ivre que ça le ralentissait. Il y avait une petite forêt près de chez nous, un chemin à travers les bois qui menait plus rapidement à notre maison. Dès que j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai couru et j'ai pris ce petit sentier. Un peu après, il est passé à côté du chemin à vélo, mais il m'a vu courir et il a crié quelque chose à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas retourné. Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Nous avions 2 grandes fenêtres dans notre salon qui donnaient directement sur notre jardin. Je n'ai allumé aucune lumière et je me suis approché très prudemment du salon. Je respirais fort et ma poitrine me faisait mal à cause de la course. Je n'avais jamais vécu quelque chose de ce genre avant. Je suis allé dans le salon et j'ai discrètement regardé à travers les stores pour jeter un coup d'œil sur le jardin. J'ai presque reculé de peur quand j'ai vu qu'il se tenait juste devant notre porte. Il m'a vu bouger les stores et a commencé à frapper à la porte. Je ne savais pas du tout quoi faire à ce moment-là. J'ai pensé que je devrais peut-être appeler ma mère pour lui raconter ce qui se passait. Mon cœur battait à 100 à l'heure et je ne savais pas quoi faire. Puis, par chance, notre voisin est rentré chez lui. L'homme à la porte a remarqué la voiture arriver, il est alors retourné vers son vélo et il est parti. Quand mes parents sont rentrés à la maison, je ne leur ai pas raconté ce qui s'était passé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai simplement décidé de ne pas leur en parler. C'est l'une des choses les plus effrayantes qui me soit jamais arrivée. Ce n'est pas le genre de choses qui m'arrive souvent, mais cela m'a vraiment terrifié. J'ai raconté cette histoire à ma mère des années plus tard, et elle en a été horrifiée. Je suis une femme de 24 ans et j'habite dans une banlieue d'une grande ville depuis le début de la pandémie. J'ai perdu mon emploi et j'ai fini par accumuler du retard sur mes factures et le paiement de mon loyer, car il était très difficile de trouver du travail pendant cette période. Souvent, je devais compter sur mes parents pour couvrir certaines de mes dépenses. Comme eux aussi avaient des difficultés financières, il leur était difficile de s'occuper de leurs propres responsabilités, ce qui me faisait me sentir mal, et je me promettais de leur rendre l'appareil un jour. Un jour, après une grosse dispute avec mon propriétaire au sujet de paiements en retard, bien qu'il connaisse parfaitement ma situation, j'étais très contrarié et je passais une très mauvaise journée. J'ai donc décidé de texter mon copain pour voir s'il pouvait me remonter le moral d'une façon ou d'une autre. Nous avons commencé à échanger des messages, et à un moment donné, je lui ai envoyé une photo de moi dans une tenue que je trouvais mignonne. Cependant, dès que la photo a été envoyée, sa réponse m'a totalement prise par surprise. « Chérie, c'est qui ça derrière toi ?» Au début, j'étais un peu confuse. J'ai alors regardé à nouveau la photo, et j'ai zoomé pour voir une silhouette noire apparaissant à la sortie de mon placard. Mon sang s'est glacé. Je n'osais pas me retourner pour voir ce qui se trouvait derrière moi. Pendant ce temps, mon copain a commencé à m'envoyer des textos frénétiques, me demandant si tout allait bien. Je suis sorti calmement de ma chambre, j'ai verrouillé la porte, puis je suis descendu en courant pour aller chercher le gardien de sécurité et lui ai expliqué toute l'histoire, presque en larmes. Inutile de dire que nous avons pris l'ascenseur pour monter à mon appartement, et ce que nous avons trouvé là-bas me glace encore le sang aujourd'hui. La porte de mon placard était grande ouverte, tout comme ma fenêtre. Pourtant, cela n'avait aucun sens, car j'habitais au 7e étage de l'immeuble, et il n'y avait aucune chance que la personne qui se trouvait dans mon placard ait pu sauter par la fenêtre. Je ne sais toujours pas quoi penser de cette expérience à ce jour. Il y a quelques années, lorsque je vivais encore dans la région de Charlevoix, au Québec, il m'est arrivé quelque chose de vraiment effrayant. Si vous avez déjà passé un hiver là-bas, vous savez à quel point il peut neiger. En général,
Je passais les soirées neigeuses à regarder la télévision. J'habitais à environ 1,5 km de la maison la plus proche, et mon colocataire n'était pas là ce soir-là. Je vais être honnête, être seul dans cette maison me rendait toujours un peu nerveux. J'ai toujours eu une imagination débordante et le moindre bruit pouvait me faire paniquer. Comme je le disais, mon colocataire était sorti et il neigeait abondamment. Il devait être 9 ou 10 heures du soir, et je regardais la télévision comme d'habitude. Soudain, j'ai entendu un craquement dehors, comme si quelqu'un marchait sur de la glace. Je me suis immédiatement tendu, et mon esprit a commencé à envisager toutes les possibilités. Ce n'était pas mon colocataire puisque je n'avais pas entendu de voiture arriver. J'écoutais avec horreur les craquements qui se rapprochaient. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai pris mon fusil de chasse et attrapé mon téléphone, prêt à appeler la police si nécessaire. Je sais, je pouvais sembler réagir de manière excessive, mais souvenez-vous, il faisait nuit, la neige tombait lourdement et j'étais à des kilomètres de la maison la plus proche. Qui aurait pu être dehors à ce moment-là? Les pas se sont arrêtés à un moment donné et finalement, je me suis endormi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, mon colocataire était revenu. Je suis sorti pour voir si je pouvais trouver des indices sur ce qui s'était passé la nuit précédente, et ce que j'ai découvert me hante encore aujourd'hui. Il y avait des empreintes dans la neige, venant des bois et faisant le tour de la maison. Les empreintes étaient en grande partie remplies par la neige, ce qui rendait difficile de déterminer où elles allaient précisément. Mais la partie la plus terrifiante, c'est que les empreintes s'arrêtaient juste sous la fenêtre de ma chambre. Les autres empreintes étaient effacées par la neige, mais celles-ci étaient fraîches, comme si quelqu'un était resté là toute la nuit, immobile, depuis que la neige avait cessé tôt le matin. Encore aujourd'hui, cette expérience me terrifie. Je ne sais toujours pas quelle sorte de personne aurait pu être dans ces bois, à une telle heure, dans des conditions aussi extrêmes. Le fait que j'étais dans ma chambre pendant que cette personne se tenait juste à l'extérieur de ma fenêtre me donne encore des frissons. J'ai déménagé de cette maison quelques mois plus tard. Il y a quelques années, la veille de Noël, mon ami François et moi faisions un tour en voiture. Je crois bien que nous finissions nos achats de dernière minute. À un moment, nous nous sommes arrêtés dans une pharmacie pour acheter quelques cartes de vœux. Il faisait déjà bien sombre dehors. En sortant, nous avons été abordés par une femme corpulente qui attendait près de l'entrée. Elle nous a demandé si nous pouvions la déposer un peu plus loin, juste au bout de la rue. Normalement, j'aurais dit non immédiatement, en trouvant une excuse comme quoi je devais aller quelque part de toute urgence. Je ne laisse jamais des inconnus monter dans ma voiture, surtout avec le monde fou dans lequel on vit aujourd'hui. Mais comme c'était la veille de Noël, qu'il neigeait fort, j'ai décidé de l'aider. Elle est montée à l'arrière et nous a dit qu'elle habitait tout près, à moins de 5 minutes. Avant de partir dans cette direction, je me suis arrêté en face, à la banque. Je n'avais pas vraiment besoin de lui dire, mais pendant que j'étais au guichet automatique, je lui ai simplement expliqué que je devais retirer un peu d'argent et qu'on irait ensuite vers chez elle. C'est là que les choses sont devenues rapidement bizarres. Elle m'a demandé si je pouvais lui prêter un peu d'argent jusqu'à ce qu'elle soit payée à nouveau. J'ai regardé François, qui semblait sur le point d'éclater de rire, mais il se retenait. On venait littéralement de ramasser cette femme il y avait à peine 2 minutes, et elle me demandait déjà de lui prêter de l'argent, comme si nous étions des amis. Tout ce que j'ai pu dire, c'était « pardon », mais elle a reposé la question, comme si c'était tout à fait normal. Je lui ai alors demandé comment je pouvais être sûr de récupérer mon argent sans aucune information de contact. Elle m'a répondu qu'elle me donnerait son numéro de téléphone portable mais que son téléphone était éteint pour l'instant et qu'il serait rallumé la semaine suivante. Honnêtement, j'avais envie de rire aux éclats. Pensait-elle vraiment que j'allais gober cette histoire? J'ai fini par retirer 20 $ au guichet, même si je n'avais pas l'intention de les lui donner. Je les ai gardés dans mon portefeuille et lui ai dit que je lui donnerais l'argent une fois qu'on serait arrivé chez elle. Quand nous avons pris la route principale, je lui ai demandé des indications, mais elle a changé d'avis. Elle ne voulait plus rentrer chez elle, elle voulait aller chez une amie. Là, ça devenait vraiment louche, et j'avais juste envie de m'arrêter et de lui dire de sortir de ma voiture. Mais j'ai continué de conduire, suivant ses nouvelles indications. Elle nous a emmenés assez loin de l'endroit initial, à environ 15 minutes de route, et c'était surtout des petites rues que nous prenions. Je ne connaissais pas bien le quartier,
mais je pouvais dire qu'on était dans une zone assez défavorisée. Elle m'a finalement demandé de m'arrêter, disant que c'était ici. Je ne savais pas exactement quelle maison appartenait à cette soi-disant amie, car il y en avait plusieurs du côté gauche de la rue, et à droite, il y avait un cimetière, ce qui était déjà un peu inquiétant en soi. J'attendais qu'elle me remercie ou qu'elle dise quelque chose, littéralement n'importe quoi, et qu'elle sorte enfin de ma voiture. Mais non, elle restait là, à l'arrière, avec un sourire gêné. Je me suis retourné et lui ai demandé si elle attendait que son amie sorte. Elle a rapidement répondu « Non, j'attends juste mon argent ». J'ai regardé François à nouveau, et on était tous les deux stupéfaits par sa réponse. Je n'allais pas laisser une inconnue que je venais d'aider me parler comme si je lui devais quelque chose. Je lui ai donc dit que je ne lui donnerais pas d'argent, et que, si elle avait besoin d'aide, elle n'avait qu'à demander à son amie. Là, elle a commencé à élever la voix, exigeant que je lui donne l'argent que je lui avais soi-disant promis. Ça devenait vraiment fou, et je voulais juste la faire sortir de ma voiture. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, et à ce moment-là, d'autres personnes étaient dehors, dans la rue et sur le trottoir. Je ne savais pas si ces gens étaient simplement dehors par hasard, ou s'ils l'avaient entendue crier, ou pire, si elle avait quelque chose de prévu. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. Je n'arrivais plus à réfléchir, et elle n'arrêtait pas de crier. Je me suis rendu compte que ces gens s'approchaient de plus en plus de ma voiture. Puis, j'ai entendu la poignée de la porte avant, qui essayait de s'ouvrir. Un homme était à ma fenêtre, hurlant, me demandant ce qui se passait. J'ai alors pris 2 $ dans mon portefeuille et je les lui ai jetés. Elle les a ramassés et est sortie immédiatement de la voiture avant de partir en courant. Je suis parti de ce quartier aussi vite que j'ai pu. Une fois qu'on a retrouvé la route principale, je me suis senti un peu mieux, mais j'étais furieux d'avoir été manipulé par cette femme. Je me fichais bien des 20 $ car je savais déjà que je ne les reverrais jamais, mais croyez-moi, plus jamais je ne prendrai un inconnu en voiture. Quand j'avais environ 12 ans, mon grand-oncle Jean est venu nous rendre visite au Québec depuis l'Ukraine. Il avait beaucoup d'histoires à raconter, mais celle-ci est celle qui m'a le plus marqué. À la fin des années 1960, Jean voyageait en train de son village à un autre pour rendre visite à sa famille. À un moment donné, il devait changer de train et a été déposé sur une sorte de quai avec une petite cabane, en plein milieu de nulle part. Il n'y avait personne d'autre à la station, et à part un chemin de terre menant dans les bois environnants, il n'y avait rien du tout. Il a attendu un moment, mais aucun train n'est venu. C'était l'hiver, il faisait de plus en plus froid et la nuit tombait. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter de savoir où il allait pouvoir passer la nuit et trouver à manger, une vieille femme est apparue dans la pénombre. Elle lui a demandé s'il attendait tel ou tel train, et quand il a répondu que oui, elle lui a dit qu'il ne passerait que le lendemain. Elle lui a ensuite demandé s'il avait besoin d'un endroit pour dormir, et lui a proposé de passer la nuit chez elle, lui offrant un repas et un lit. Elle lui a précisé que sa maison se trouvait à environ 1 heure de marche de la station. Se loger chez les habitants était plutôt courant dans cette région de l'Union soviétique à l'époque, et mon grand-oncle Jean n'avait pas vraiment envie de passer une nuit froide et affamée sur ce quai désert. Il a donc accepté son offre avec soulagement. Ils ont pris la route de terre et se sont enfoncés dans la forêt ensemble. Finalement, la marche a duré bien plus d'1 heure, presque 2, et quand ils sont arrivés à la petite maison à 2 étages de la femme, Jean était extrêmement fatigué et affamé. Ils sont entrés, et la femme a allumé des lampes à huile et réchauffé un peu de bortsch pour eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jean a pu bien voir la femme, et il a été un peu surpris de réaliser que la vieille femme était en réalité un homme. Ne voulant pas paraître indiscret et trop fatigué pour s'en soucier, Jean a terminé sa soupe et a demandé où il allait dormir. La femme l'a conduit à l'étage dans une petite pièce avec une fenêtre, un lit simple et rien d'autre. Jean l'a remercié, lui a souhaité bonne nuit, et elle a refermé la porte. Puis il a entendu le bruit du verrou, ce qui l'a un peu inquiété. Il l'a appelée, mais elle n'a pas répondu, et il n'a plus rien entendu. Se disant qu'il verrait cela le lendemain,
et pensant qu'elle avait probablement verrouillé la porte par erreur, Jean a posé sa valise et s'est allongé sur le lit, essayant de trouver un peu de sommeil. Cependant, avant de s'endormir, il a ressenti l'envie de faire pipi. Il s'est alors levé pour chercher un pot de chambre ou quelque chose dans lequel il pourrait uriner. Il s'est mis à genoux et a commencé à tâtonner sous le lit, pensant que c'était peut-être là qu'il trouverait un pot. À la place, il a trouvé un corps. Non, a raconté mon grand-oncle Jean, il est immédiatement allé à la fenêtre pour voir s'il pouvait sortir par là, mais elle était clouée. Il savait que s'il restait dans la chambre, il serait probablement un homme mort, mais s'il brisait la fenêtre pour tenter de s'enfuir, il y avait de grandes chances que la vieille femme, ou qui que ce soit d'autre, l'entende et entre dans la pièce avant qu'il ne puisse s'échapper. Il n'avait qu'une option. Il a tiré le corps de sous le lit, l'a mis sur le matelas, l'a recouvert d'une couverture, puis s'est glissé sous le lit pour attendre. Comme il s'en doutait, environ 1 heure plus tard, il a entendu des pas monter lentement l'escalier et se rapprocher de la chambre. Le verrou a cliqué, la poignée a tourné, et dans la pénombre, Jean a vu quelqu'un s'approcher du lit. Puis, il a entendu plusieurs coups terribles, violents et écœurants. La personne avait frappé le corps avec un gros pied de biche, qu'elle a ensuite laissé tomber sur le sol, juste devant Jean. Un silence a suivi, puis la personne a quitté la pièce, refermant la porte derrière elle, et les pas ont redescendu l'escalier. Jean est alors sorti de sous le lit, a pris le pied de biche et a commencé à forcer doucement la fenêtre. Il ne l'a pas dit, mais j'imagine qu'il était terrifié à ce moment-là. Quand la fenêtre a finalement cédé, il a jeté sa valise dehors, puis s'est précipité à travers l'ouverture, sans se soucier de ce qui se trouvait en bas, n'ayant qu'une seule crainte, ce qui était derrière lui. Heureusement, il a atterri sans trop de blessures et a commencé à courir à travers un champ derrière la maison, se dirigeant vers des lumières qu'il voyait au loin. Il s'agissait en fait d'une autoroute où circulaient des camions militaires et de transport. Il a pu obtenir un trajet vers un autre village où il a finalement pu prendre un train. Il n'a jamais pris la peine de signaler ce qui s'était passé aux autorités, car à cette époque en URSS, il y avait de fortes chances qu'il soit lui-même accusé de quelque chose. Il a juste remercié le ciel d'avoir échappé à cette situation et s'est juré que la prochaine fois qu'il voyagerait pour rendre visite à sa famille, il prendrait un autre chemin. Pour vous donner un peu de contexte, j'avais 10 ans lorsque cela s'est passé et je vivais dans une petite ville du nord-est du Québec. Je vivais dans un complexe d'appartements, mais les bâtiments étaient en duplex, avec des logements en haut et en bas, et il y en avait plusieurs. Je vivais en bas dans l'un de ces bâtiments. Mon père était parti pour quelques semaines, et la nuit où cette histoire a eu lieu, ma mère travaillait. J'ai 3 frères et sœurs, et notre voisine d'à côté s'occupait de mes 2 plus jeunes frères et sœurs, pendant que ma sœur de 8 ans et moi, qu'on appellera Anne, étions chez cette voisine, en train de passer du temps avec sa fille. Aux alentours de 21h30, je suis retourné chez nous. Nous étions à la maison depuis environ 15 minutes lorsqu'on a frappé à la porte. On a d'abord pensé que c'était un des voisins. J'ai dit à Anne de regarder à travers le judas avant d'ouvrir la porte. Elle l'a fait, puis m'a regardé d'un air un peu confus en me disant « Je ne sais pas qui c'est ». Je l'ai alors déplacé et j'ai regardé moi-même. Je ne connaissais pas non plus la personne. C'était un homme d'environ la quarantaine, peut-être au début de la cinquantaine. Il avait l'air sale et portait une chemise à carreaux rouges avec une veste par-dessus, un jean taché et des bottes sales. Je me suis éloigné de la porte et Anne et moi étions tous les deux assez confus. J'ai ouvert la porte mais l'homme n'a pas dit son nom immédiatement. Il s'est ensuite présenté comme un ami de mon grand-père. Il a dit qu'il connaissait aussi mon père. Anne et moi avons un peu rigolé et avons commencé à lui parler brièvement, essayant de terminer la conversation pour qu'il parte. Mais ensuite, il a demandé si ma mère était là. Moi, étant un enfant naïf, je lui ai répondu que non. Il m'a alors dit qu'il avait parlé avec ma mère plus tôt dans la journée et qu'il voulait venir passer du temps avec nous et voir ma mère. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je lui ai simplement répondu « Eh bien, elle n'est pas là, donc tu ne peux pas. » Il a alors demandé
Pourquoi je ne rentrerai pas et n'attendrai pas avec vous jusqu'à ce qu'elle rentre? Je suis sûr qu'elle ne serait pas dérangée. » Dès qu'il a terminé de parler, mon téléphone a sonné et j'ai sursauté un peu effrayé. J'ai regardé l'homme et lui ai dit « C'est sûrement elle qui appelle, je vais lui demander si tu peux entrer. » Puis, j'ai fermé la porte et l'ai lentement verrouillée pour qu'il ne se rende pas compte que je l'avais verrouillée. En réalité, ce n'était pas ma mère qui appelait, mais ma meilleure amie de l'époque, qui vivait dans un bâtiment non loin de là. Appelons-la Julie. Julie m'a dit que sa mère était sur le balcon et avait vu l'homme étrange nous parler. Avant qu'il ne frappe à la porte, sa mère l'avait déjà vu regarder à travers nos fenêtres. Elle m'a dit que sa mère avait déjà appelé la police et Julie m'a demandé s'il y avait un moyen pour qu'on sorte et qu'on se rende chez elle. Il y avait bien un moyen. J'ai dit à Anne de me suivre et nous sommes allés dans la chambre que nous partagions, au fond de notre appartement. J'ai ouvert la fenêtre et lui ai dit de sortir par là, puis je l'ai suivi. J'ai fermé la fenêtre derrière nous et nous avons contourné les bâtiments jusqu'à la maison de Julie sans que l'homme ne nous voie. Une fois chez Julie, nous avons attendu dans son salon l'arrivée de la police et de ma mère. Les policiers sont arrivés avant ma mère. Ils nous ont parlé et ont ensuite fouillé notre appartement, mais l'homme avait disparu. Il n'était plus là, ni même dans les environs du complexe. Les policiers nous ont dit qu'ils allaient patrouiller dans le quartier et nous informer s'ils le trouvaient, mais qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire grand-chose pour l'instant. Quand ma mère est rentrée, elle a mentionné quelque chose de bizarre qui lui était arrivé le jour même avant d'aller au travail. Elle et notre voisine de l'étage étaient allées au dépanneur acheter des cigarettes. Ma mère avait pris mon petit frère avec elle, qui était dans sa poussette. En sortant du dépanneur, un homme est venu lui dire que mon frère lui semblait familier et il lui a demandé qui était mon père. La famille de mon père est très nombreuse et beaucoup de gens les connaissent. Et nous nous ressemblons tous. Ma mère n'a donné que le prénom de mon père, François. L'homme a ensuite dit notre nom de famille, que ma mère ne lui avait pas dit, et il a demandé si c'était bien notre nom. Ma mère a alors un peu ri et lui a répondu que oui. L'homme a affirmé qu'il connaissait mon grand-père. Ma mère n'a pas trop parlé avec lui après cela, et elle lui a dit qu'elle devait partir parce qu'elle devait aller travailler dans quelques heures. Elle a dit qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Alors elle et notre voisine ont fait quelques détours en rentrant chez nous, au cas où, mais l'homme les avait probablement suivis jusqu'à la maison. Cette nuit-là, mes frères, sœurs et moi avons dormi dans le salon avec ma mère. Je n'ai plus jamais vu ni entendu parler de cet homme depuis, et j'ai maintenant 15 ans. Quelques jours après cet incident, j'ai entendu ma mère parler de cela avec une amie. Elle lui a dit que le lendemain, elle avait regardé les caméras de notre complexe, et vers 4 heures du matin, l'homme était revenu et avait essayé d'ouvrir toutes les fenêtres, mais elles étaient si toutes verrouillées. Honnêtement, je me demande vraiment ce qu'il voulait, et ce qu'il aurait fait si je l'avais laissé entrer ce jour-là, ou ce qui se serait passé s'il avait réussi à entrer par les fenêtres cette nuit-là. Cette pensée me terrifie vraiment. Cela s'est passé quand j'avais 13 ans. Je vivais dans un duplex avec mon père et mon frère. C'était un appartement à 2 chambres, et je partageais une chambre avec mon père, tandis que mon frère aîné avait sa propre chambre. Il n'était pas rare que mon père et mon frère aient des plans pour sortir le soir, me laissant seul à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Cette nuit-là n'était pas différente. Mon père était probablement dans un bar, et mon frère, qui sait où il était. Je jouais au Resident Evil original sur la PlayStation, et vers minuit, mes paupières commençaient à devenir lourdes. Alors j'ai décidé d'aller me coucher. Je dormais toujours avec la porte de ma chambre grande ouverte. Jamais, durant les années où nous avons vécu dans cet endroit, mon père ou mon frère n'était rentré en passant par la porte-fenêtre coulissante à l'arrière. Quelquefois, mon frère n'avait pas sa clé pour une raison ou une autre, et il frappait alors à la fenêtre de ma chambre pour que je le laisse entrer. Mon père, lui, avait toujours sa clé et rentrait toujours par la porte d'entrée. Cette nuit-là, j'ai entendu la porte coulissante à l'arrière s'ouvrir. C'était une vieille porte, et la faire glisser n'était pas facile. Elle faisait aussi beaucoup de bruit, donc je l'ai entendue très clairement. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, mon imagination tournant à plein régime. J'ai entendu la personne traverser la salle à manger puis la cuisine, pour ensuite entrer dans le salon.
Elle n'a fait aucun effort pour être discrète. Après une courte pause, j'ai vu quelqu'un passer devant l'embrasure de ma porte de chambre. Vous pouvez imaginer combien cela m'a terrifié, et mon cœur battait à tout rompre. La personne est ensuite entrée dans la salle de bain juste à côté de ma chambre et a allumé la lumière. La lumière s'est répandue dans ma chambre, m'exposant complètement. J'étais terrifié, figé par la peur. Pourquoi n'ai-je pas appelé mon frère ou mon père? Parce que, comme je l'ai déjà dit, je savais que ce n'était pas eux, et il n'y avait personne d'autre qui aurait pu être là. Du moins personne qui aurait fait sens. Ce n'était ni un membre de la famille, ni un ami. Je savais que c'était quelqu'un qui n'avait rien à faire chez nous. La personne est ensuite sortie de la salle de bain, laissant la lumière allumée, et est entrée dans la chambre de mon frère, où elle a commencé à faire énormément de bruit, comme si elle cherchait quelque chose. Je suis resté là, allongé, tremblant. Après quelques minutes, la personne est passée à nouveau devant ma chambre. Je m'attendais à tout moment à ce qu'un inconnu entre dans ma chambre, mais cela ne s'est pas produit. J'ai entendu cette personne faire du bruit dans le salon, marcher de long en large en soufflant bruyamment. Puis, elle a commencé à aller et venir devant ma chambre, sans arrêt, entre la salle de bain et l'extérieur. À ce moment-là, j'étais sûr à 100% qu'elle essayait de me faire peur, qu'elle savait que j'étais là. Qui que ce soit, il savait. J'ai entendu cette personne faire du bruit, et à cause de la taille imposante de la silhouette que j'ai vue marcher, je savais que c'était un homme. Il a continué à marcher de pièce en pièce, sauf dans la mienne. Puis soudainement, j'ai entendu l'homme retraverser la maison, rouvrir la porte-fenêtre et partir. Je suis resté dans mon lit, pétrifié, me demandant ce qui venait de se passer. Après un certain temps, épuisé par la peur, je me suis finalement endormi. Le matin, j'ai découvert que mon père et mon frère étaient rentrés. Je leur ai demandé des dizaines de fois s'ils étaient rentrés par la porte arrière, mais ils m'ont juré que non. En plus, pourquoi seraient-ils passés par la porte arrière, puis repartis par là encore? Cela s'est passé il y a 21 ans, et je ne saurais jamais qui c'était, ni pourquoi il était là. Rien n'avait été volé non plus. Ce qui me fait encore réfléchir aujourd'hui, c'est: pourquoi n'est-il jamais entré dans ma chambre? La porte était grande ouverte, et il est passé devant au moins 20 fois. L'histoire s'est déroulée quand j'avais 23 ans, il y a presque 10 ans. À l'époque, je vivais dans une zone très rurale du Québec, avec mon ex-petit ami et sa famille. Lui et moi nous disputions souvent. Un matin, avant qu'il ne parte au travail, nous avons eu une grosse dispute. Cette fois-là, il s'est comporté de manière particulièrement immature. Il a sauté hors du lit, m'a fait un doigt d'honneur et a crié « Si ça ne te plaît pas, retourne donc dans ton fichu quartier à Montréal. » C'était tout ce qu'il me fallait pour prendre une décision. J'ai enfilé mes bottes UGG, attrapé ma veste d'hiver, pris mes cigarettes, et je suis sorti de la maison en furie. Malheureusement, je suis du genre impulsive, et je n'ai même pas pensé à prendre mon téléphone portable avant de partir. Je n'avais pas de voiture, donc la seule option était de marcher. À ce moment-là, j'envisageais sérieusement de rentrer à Montréal à pied, même si c'était à 3 heures de route en voiture depuis notre village. Mais tout ce que je voulais vraiment, c'était faire une marche dramatique et pleine de colère. En arrivant à l'entrée du parc de maisons mobiles où nous vivions, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait autour de moi. Je n'habitais là que depuis quelques mois et je ne sortais pas beaucoup. J'ai tourné à gauche et j'ai continué de marcher, direction ce que je supposais être la civilisation. Je me suis retrouvé à marcher le long d'une route très fréquentée, avec des camions qui me projetaient de la neige fondue et trempèrent mes chaussures. C'est alors que j'ai vu mon copain passer en voiture, se rendant au travail. Il a accéléré en me voyant, visiblement encore énervé par notre dispute. Je pensais qu'il allait faire demi-tour à un moment donné, mais il n'est jamais revenu. J'ai continué à marcher, décidant finalement de me rendre chez la mère de ma meilleure amie, qui habitait dans la même ville. La neige commençait à tomber, et je commençais à perdre de l'énergie. Je suis passé devant un bâtiment où une camionnette anonyme était garée dans l'allée. Ce n'est qu'après l'avoir dépassée
que j'ai réalisé que le conducteur se trouvait dans le siège avant. Il m'a interpellé. « Eh ma belle, tu as besoin d'aide ?» Mon estomac s'est retourné et j'ai compris que j'allais devoir accepter l'aide de cet inconnu. J'ai approché son véhicule lentement, pesant mes options. C'était un homme d'un certain âge, à l'air propre, apparemment normal, avec des cheveux gris et des yeux bleu-vert. Rien de remarquable. J'ai lâché un « Est-ce que tu es un gentil ou un méchant ?» avant de me crisper intérieurement, en réalisant la stupidité de ma question. Il a répondu en riant « Ha ! Si j'étais un méchant, je ne te le dirais pas. » Ignorant toutes les alarmes qui sonnèrent dans ma tête, je suis monté à l'avant avec lui. Pendant que nous roulions, j'ai réalisé que je ne savais même pas où vivait exactement la mère de ma meilleure amie. Je connaissais le nom de la rue, mais elle s'étendait sur une longue distance, donc ce n'était pas très utile. Je lui ai demandé si je pouvais emprunter son téléphone portable pour appeler mon amie. Je l'ai appelée 3 fois, mais elle n'a pas répondu car elle ne reconnaissait pas le numéro. Je commençais à me sentir inexplicablement désespéré. Après quelques minutes de silence, il m'a demandé d'où je venais et pourquoi j'étais en plein milieu de nulle part, sous la neige, en pyjama. Je lui ai expliqué que je venais de Montréal et que je venais de me disputer avec mon petit ami. Il a fait une pause, puis a demandé « Ça t'intéresserait de gagner un peu d'argent ?» J'ai ri nerveusement et répondu « Non merci ». Il a rétorqué « Bah, je me suis dit que, vu que tu viens de Montréal… » À ce moment-là, j'ai compris que j'étais probablement dans une situation très dangereuse. Je lui ai murmuré un « Oui, oui, bien sûr », nerveux. Il m'a regardé de haut en bas en ricanant avant de me lancer « Oui, bien sûr », d'un ton moqueur. La panique commençait à monter en moi, mais je savais que je ne pouvais pas montrer ma peur. J'ai cherché des yeux un banc de neige dans lequel je pourrais me jeter si je devais sortir du camion, mais je n'ai rien trouvé. Les maisons étaient espacées de plusieurs centaines de mètres, et je me suis convaincu que c'était peut-être la fin pour moi. Je ne saurais jamais pourquoi, mais à ce moment-là, il a décidé de me demander chez qui j'allais. J'ai rapidement balbutié le nom complet de la mère de mon ami et celui de son mari. Immédiatement, il s'est redressé et m'a expliqué qu'il connaissait bien le mari, qu'ils faisaient de la motoneige ensemble il y a 20 ans. J'ai ressenti un immense soulagement quand il a dit qu'il savait exactement où son vieil ami vivait. Lorsque nous sommes enfin arrivés devant cette grande maison jaune, c'était comme si j'arrivais au paradis. Je lui ai demandé son nom. « Steve », a-t-il répondu, avant de me demander le mien. Je lui ai donné un faux nom et lui ai lancé un merci hâtif avant de courir le plus vite possible de son camion jusqu'au porche. J'ai ouvert la porte d'entrée sans frapper et je l'ai immédiatement verrouillée derrière moi. Je me suis mise à pleurer en courant à travers la maison, à la recherche de la mère de mon ami. Je l'ai réveillée en sursaut, mais elle n'a rien dit en voyant à quel point j'étais bouleversé. Une fois que je me suis senti en sécurité avec elle, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, l'homme étrange, ses insinuations, et à quel point j'avais eu peur. Elle m'a écouté, horrifiée et curieuse à la fois, puis m'a fait promettre de ne plus jamais refaire quelque chose d'aussi imprudent. Elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide à l'avenir, je devais l'appeler. Elle m'a aussi assuré qu'elle demanderait à son mari s'il connaissait ce Steve et en apprendrait plus sur lui. Je suis retourné chez mon copain plus tard dans la journée et j'ai fumé un joint pour essayer d'oublier les événements de ce matin-là. Le lendemain, la mère de mon ami m'a appelé pour me dire que Steve était en fait une personne dangereuse. Son mari avait coupé les ponts avec lui des années auparavant. La dernière fois qu'il avait entendu parler de lui, c'était quand Steve avait été arrêté pour une agression sexuelle. Elle a ensuite souligné à quel point il aurait été facile pour lui de me faire du mal et de me laisser n'importe où sur une route déserte, sans que personne ne sache où chercher. Elle m'a dit que si ça avait été le cas, il aurait fallu attendre que la neige fonde pour que l'on me retrouve. Je travaille dans un magasin populaire dans un centre commercial près de mon appartement universitaire. Pendant les vacances de Noël, je suis rentré chez moi, mais j'ai décidé de travailler le soir du réveillon de Noël, puisque l'on m'avait promis un salaire majoré et que j'avais besoin d'argent pour acheter quelques cadeaux supplémentaires. Ma maison d'enfance n'est pas très loin de mon appartement, mais elle est à environ 1 heure de route de mon travail. En raison des horaires prolongés pour les fêtes,
J'ai eu une fermeture ce soir-là. Le magasin fermait à 10 heures et mon service se terminait à 10h30, ce qui signifiait que je rentrerais chez moi vers minuit après être passé par un drive pour manger un morceau. D'habitude, nous sommes 2 employés et un manager pour fermer le magasin, mais l'autre employé était malade, donc ce soir-là, il n'y avait que le manager et moi. Pendant que le manager comptait les caisses et rédigeait le rapport quotidien, je me suis occupé de sortir toutes les poubelles et les cartons que j'ai laissés à la porte arrière dans la réserve. J'ai ensuite fait un peu de ménage jusqu'à ce qu'il ait fini son rapport. Il a alors désactivé l'alarme et a tenu la porte arrière ouverte pour que je puisse sortir les poubelles. D'habitude, il est plus pratique d'avoir 2 employés, car le manager doit attendre près de la porte pour s'assurer que personne n'entre dans le magasin. Mais le conteneur n'était pas très loin, et je voulais rentrer chez moi le plus vite possible, alors j'ai décidé de m'en occuper seul. Notre magasin partageait un conteneur avec 3 autres boutiques, toutes fermant soit avant nous, soit après. Je ne m'attendais donc pas à croiser quelqu'un près du conteneur. J'ai eu un choc en voyant un homme fouiller dans les poubelles. Il a levé les yeux vers moi en entendant les sacs tomber par terre. « Oh, salut, j'ai laissé tomber mon portefeuille dans la poubelle. Tu pourrais m'aider à le retrouver ?» m'a-t-il demandé. Une multitude de signaux d'alarme ont retenti dans ma tête, et j'ai immédiatement commencé à reculer. Je ne pense pas pouvoir t'aider. Je dois juste sortir les poubelles et retourner au magasin, ai-je dit en marchant lentement vers la porte. Tu travailles dans quel magasin ? M'a-t-il demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai répondu en lui disant où je travaillais. Il a hoché la tête. Oh, chouette magasin. Tu peux laisser les sacs ici, je m'en occuperai quand j'aurai fini de chercher. À ce moment-là, je suis retourné dans le magasin un peu mal à l'aise, mais sans trop m'inquiéter. J'ai raconté ce qui s'était passé à mon manager, qui a ri un peu et m'a proposé de m'accompagner jusqu'à ma voiture. Lui était garé dans le parking couvert du centre commercial et moi dans un petit parking derrière le magasin. J'ai décliné son offre et suis sorti dans le parking presque vide. Il ne restait que 3 voitures, dont la mienne. Une voiture était garée près de l'entrée arrière d'un restaurant voisin et l'autre juste à quelques places de la mienne. Je ne voyais pas la personne à l'intérieur, mais la voiture était allumée et il semblait que le conducteur essayait de chauffer l'intérieur avant de gratter la glace sur le pare-brise. J'ai jeté quelques coups d'œil à la voiture pour mémoriser la marque et le modèle. C'était une Honda Accord bleue. Je suis monté dans ma voiture et j'ai immédiatement verrouillé les portes. J'ai appelé mes parents pour leur dire que je venais juste de partir et que je m'arrêterais pour acheter quelque chose à manger sur le chemin. J'ai cherché les fast-foods le long de l'autoroute, mais la plupart étaient fermés, puisqu'il était 11 heures le soir du réveillon de Noël. Je commençais à avoir de plus en plus faim à mesure que je me rapprochais de la sortie de ma maison. J'ai décidé de me contenter des restes à la maison quand j'ai aperçu un Subway avec les lumières clignotantes allumées, indiquant qu'il était encore ouvert. Je me suis garé sur le parking du Subway et j'ai vu le panneau lumineux rouge indiquant qu'ils étaient ouverts tard. Je suis entré et j'ai remarqué que le magasin était vide. J'ai appelé pour attirer l'attention de l'employé. « Oh, je pensais avoir fermé la porte. On vient de fermer, m'a-t-il dit. Oh, s'il te plaît, laisse-moi juste prendre un sandwich. Je viens juste de finir mon travail et je meurs de faim avant d'aller me coucher. Je serai super rapide, promis, ai-je supplié. Je me sentais un peu coupable, mais il a soupiré et accepté, probablement pris de pitié en voyant à quel point j'étais fatigué. Nous avons échangé quelques mots sur le fait de travailler le soir du réveillon de Noël pendant qu'il préparait mon sandwich. Puis un groupe de jeunes garçons est entré dans le magasin. « Hé les gars, on est fermé. Je vais verrouiller la porte après avoir fini son sandwich, leur a-t-il dit. Mais je veux un sandwich, s'est plaint un des garçons. L'employé du Subway est sorti de derrière le comptoir et a verrouillé la porte pour être sûr que les ados seraient ses derniers clients de la soirée. Il a terminé mon sandwich et m'a laissé choisir ma boisson et mes chips pendant qu'il disparaissait à l'arrière du magasin. Je mettais le couvercle sur mon gobelet et je cherchais une paille quand quelque chose a attiré mon attention. L'homme du conteneur m'attendait dans le parking juste à côté de ma voiture. C'était la Honda Accord bleue. J'ai commencé à paniquer. Il n'y avait aucune raison que cet homme soit dans ma ville, à 1 heure de route du centre commercial, au même endroit où je m'étais arrêté. Si ce n'était pas une coïncidence, alors il me suivait. Et qu'est-ce qu'il faisait assis sur le capot de sa voiture ? C'était le réveillon de Noël.
il neigeait, et il faisait bien en dessous de 0. Vous pourriez m'accompagner à ma voiture » ai-je demandé au jeune garçon. « Ouais, tout va bien » a demandé l'un d'eux. « Oh oui, ça va. Je ne veux juste pas glisser sur la glace » ai-je menti. Évidemment, je me sentais un peu idiote de dire ça, car il y avait sûrement une raison tout à fait normale pour que l'homme du conteneur soit sur ce parking, et ça n'avait peut-être rien à voir avec moi. Mais j'étais trop nerveuse. Les garçons m'ont donc accompagné jusqu'à ma voiture et ont attendu que je parte. L'homme ne m'a même pas regardé pendant que je montais dans ma voiture. Il me restait environ 10 minutes de route avant d'arriver chez moi, et j'ai essayé de chasser cette mauvaise impression à propos de l'homme du conteneur. Cela m'a pris un moment avant de m'en rendre compte, mais je réalisais qu'une voiture me suivait. C'était difficile à voir, car les phares étaient éteints, mais je l'ai remarqué en regardant dans mon rétroviseur sous un lampadaire. J'ai commencé à stresser à nouveau, et j'ai passé ma maison en espérant semer ce type. Il est resté sur mes talons, et quand nous sommes passés sous un autre lampadaire, j'ai vu que c'était encore cette Honda Accord bleue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911, expliquant la situation à la personne au bout du fil. Elle m'a conseillé de me rendre à la station de police la plus proche et m'a assuré qu'elle préviendrait les policiers de ce qui se passait. Je suis resté en ligne avec elle jusqu'à ce que je me gare à la station de police. La Honda Accord est passée devant la station. Une voiture de police qui attendait à l'extérieur s'est lancée à sa poursuite. Mais au final, ils n'ont rien pu faire à part lui donner une amende pour avoir conduit sans phare. Ma description de l'homme près du conteneur correspondait au conducteur de l'Accord. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais je ne l'ai plus jamais revu. J'en ai parlé à mon patron, et maintenant, je n'aurai plus à sortir les poubelles toute seule. Nous avons déménagé au Québec, dans la région de Brossard, l'été avant mon entrée en 6e. C'était en 2001. Nous avions emménagé dans une magnifique maison neuve dans l'un des plus beaux quartiers, bien plus rural que ce à quoi nous étions habitués au New Jersey. C'était un changement. Ma sœur, qui a 2 ans de moins que moi, entrait en 4e à ce moment-là. C'est un détail important pour cette histoire. Nous venions d'un quartier où tout le monde se connaissait, où nous étions très proches les uns des autres. Il y avait des fêtes de quartier tous les étés. Les enfants allaient et venaient entre les maisons des uns et des autres. Nous étions donc tristes de partir. Au cours des premières semaines, nous avons rencontré certains de nos voisins, et très vite, nous avons défini que tout le monde était très Québec, c'est-à-dire poli, mais distant. En particulier, nos voisins d'en face étaient un peu étranges. La mère venait souvent se plaindre à ma mère de ses fils et de son mari, ou ex-mari. Nous ne savions pas trop à l'époque. Ma mère, qui est une personne chaleureuse et accueillante, l'écoutait toujours avec gentillesse. Les fêtes de fin d'année approchaient, et le garçon d'en face, qui était dans la classe de 4e de ma sœur, a fait quelque chose d'assez troublant à l'école. Ce jour-là, les élèves devaient créer une dinde de Thanksgiving en dessinant le contour de leurs mains. Sur chaque doigt, ils devaient écrire des choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Le garçon voisin a écrit des choses comme « être un loser »,« me détester », etc. Des propos extrêmement sombres pour un enfant de cet âge. Arrive Noël, et ma mère apprend que nos voisins n'ont nulle part où aller pour les fêtes. Elle les invite donc gentiment à notre traditionnelle fête de la veille de Noël. La mère et ses 2 fils. Les garçons étaient vraiment étranges. Ils écoutaient de la techno japonaise avec des écouteurs sans parler à personne. Ils sont descendus directement au sous-sol pour jouer aux jeux vidéo. C'était vraiment bizarre. Le plus jeune était toujours plus étrange que l'aîné, et la mère confiait souvent à ma mère et à ma tante, qui travaillent avec des enfants ayant des besoins spéciaux, que son fils se faisait du mal, et qu'il devait être placé dans des programmes adaptés. Mais il n'avait jamais reçu de diagnostic clair. Au début, il pensait qu'il était autiste, mais cela s'est avéré faux assez rapidement. Nous avons toujours supposé que la mère se confiait à ma tante parce qu'elle avait de l'expérience avec les enfants ayant des besoins particuliers et qu'elle cherchait des conseils. Ce réveillon de Noël m'a marqué, car nous étions dans une ambiance très intime chez nous, et pourtant, nous les voyions tous les jours.
Ma sœur et moi racontions souvent à notre mère à quel point le plus jeune des voisins était étrange, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Je n'oublierai jamais ce que ma mère nous a répondu. « Soyez gentil avec lui. Vous ne savez pas de quoi il est capable. » Cette phrase m'a beaucoup troublé à l'époque, mais nous avons obéi. Je ne sais pas si sa mère avait dit quelque chose à la nôtre pour l'effrayer, ou si c'était juste une intuition. Peu après, je crois que c'était en 3e, donc en première secondaire ici au Québec, ma sœur et notre voisin plus jeune étaient tous les deux en secondaire 1. Nous prenions tous le bus ensemble. Ce que ma mère avait dit résonnait dans ma tête et ce jour-là, j'ai décidé d'être plus sympathique que d'habitude. Il y avait de la neige au sol, et le jeune voisin dessinait quelque chose dedans, tout en marmonnant des choses incompréhensibles. J'ai décidé de lui dire bonjour. « Salut Adam, bonne journée. » Il n'a pas levé les yeux, il m'a juste répondu « Je vais te bombarder », sans aucun contact visuel. Nous avons laissé passer l'incident et en rentrant chez nous, nous l'avons raconté à notre mère. Elle nous a répété « Soyez gentil avec lui, vous ne savez pas de quoi il est capable. » Nous étions encore des enfants, donc nous ne savions pas vraiment ce qu'il fallait prendre au sérieux ou non. Maintenant, je regrette de ne pas en avoir fait plus. Il n'était pas un garçon qui se faisait harceler ou se moquer. Il était juste à part, dans le sens où il ne pouvait pas tenir une conversation normale, ou même répondre à un simple bonjour. Les enfants ne se moquaient pas de lui. Il était plutôt un solitaire, mais cela semblait être par choix. Je ne comprenais pas pourquoi nous avions peur de lui, autre que le fait qu'il ne montrait aucun signe de chaleur ou d'humanité. Nous savions qu'il avait des besoins spéciaux, donc nous ne remettions jamais vraiment cela en question, et nous essayions simplement d'être polis. Quand le bus nous déposait devant nos maisons, il courait toujours jusqu'à sa porte, ses bras raides le long de son corps, puis se retournait pour faire un bruit de sifflement, comme une sorte de griffe avec ses mains. C'était toujours étrange, mais encore une fois, nous étions des enfants, et il y a toujours quelques élèves un peu bizarres à l'école. On acceptait ça sans plus. Ils ont été invités à plusieurs réveillons de Noël, donc mes souvenirs se mélangent un peu. Un des ans, le voisin a commencé à hurler sur ma grand-mère, une vieille dame adorable, simplement parce qu'elle était fan des Yankees, alors que lui supportait les Red Sox. C'était complètement disproportionné. Ma grand-mère n'avait aucunement l'intention de débattre de sport, mais la voisine semblait avoir un interrupteur qui s'était enclenché. Elle a toujours été gentille avec moi, mais honnêtement, chaque fois que ma mère les invitait, on levait les yeux au ciel. Les conversations avec elle étaient toujours forcées. En tant qu'adolescente, je n'avais aucune envie de me retrouver coincé dans une autre discussion avec elle. Je pense qu'elle devait juste être très seule. L'année suivante, et c'était leur dernière invitation à Noël, la voisine s'est disputée avec ma mère à propos des armes à feu. Les garçons n'étaient plus là, juste la mère. Le sujet des armes est apparu, et la voisine a commencé à raconter à ma mère qu'elle gardait des armes à la maison et qu'elle emmenait souvent son fils cadet au stand de tir. Ma mère lui a dit qu'elle n'était pas d'accord avec l'idée d'avoir des armes chez soi, mais elle ne voulait pas débattre. La voisine est devenue très défensive, voire agressive, affirmant que c'était une tradition dans sa famille, qu'elle avait grandi au New Hampshire, où c'était la norme. Elle nous a également raconté que son fils cadet était brillant et qu'il avait piraté les plus hauts niveaux de sécurité du gouvernement et que la CIA avait débarqué chez eux. Nous n'avons aucune idée si cette histoire est vraie, mais c'est ce qu'elle nous a dit. Cela a même fini par devenir une blague entre nous. À chaque fois qu'il se passait quelque chose d'étrange, comme des coupures d'Internet ou des lumières qui clignotaient, on disait en plaisantant que c'était le jeune voisin. Ce n'est que le 14 décembre 2012 que nous avons compris de quoi il était vraiment capable. J'étais déjà sorti de l'université et je travaillais à l'extérieur de Montréal. Ma sœur était encore étudiante et mon plus jeune frère était au cégep. Ce jour-là, mon père a entendu des coups de feu le matin, des tirs qui ont tué Nancy Lanza, la voisine. Il a pensé que c'était peut-être un chasseur dans les environs, un peu plus proche que d'habitude, jusqu'à ce que la police arrive et lui demande d'évacuer la maison pendant que des snipers s'installaient dans notre allée. Ma mère était au centre commercial et nous nous appelions tous frénétiquement au fur et à mesure que les informations se diffusaient. Au début,
L'identité de l'auteur des faits était erronée. Ils ont dit que c'était son frère, mais nous savions que c'était lui. Dieu merci, ma mère nous avait toujours rappelé d'être gentils avec lui, même si je ne sais pas si cela aurait suffi à l'arrêter. J'aurais voulu qu'on fasse plus à l'époque. Nous ne voulions pas présumer du pire à propos de quelqu'un, mais je regrette de ne pas avoir su quoi faire. 20 enfants et 6 enseignants ont été tués ce jour-là à l'école primaire Sandy Hook. Le pire acte de malveillance que j'ai jamais vécu d'aussi près, et j'espère ne plus jamais revivre cela. Je suis reconnaissante que nous ayons survécu en grandissant juste en face de lui, mais malheureusement, ceux qui n'ont pas eu cette chance sont ses enfants. C'est tout petit, dans un endroit qui devrait être leur refuge le plus sûr. Je déteste tellement cela.